à plusieurs titres, comme citoyen évidemment, comme enseignant à Chaillot et à la Sorbonne, et comme ancien président d'une association nationale qui s'appelle Sites et Monuments, et dont le titre résume de manière un peu brutale, au fond, le vôtre, du monument au paysage, c'est-à-dire une association qui défend les deux aspects de cette culture de notre héritage. C'est peut-être aussi à ce titre-là, d'ailleurs, en partie, que je pourrais évoquer un certain nombre de choses. Il y a une partie historique cet après-midi que David Cousin, le président de l'association des inspecteurs des sites, présentera justement, et tu le disais, Benoît, sur la question réglementaire, qui est, à mon avis, assez centrale, évidemment, dans ces murs, mais aussi peut-être plus largement pour réfléchir. Et donc voilà, je voudrais donner peut-être quelques éléments, quelques linéaments, et puis qu'on puisse, comme ça, se lancer dans une conversation qui, j'espère, ne sera pas ennuyante pour vous. Je voudrais peut-être d'abord rendre hommage à Elisabeth Borne. C'est pas la personne que j'avais pensé citer tout de suite en arrivant à la Cité de l'Architecture. Elisabeth Borne est ministre de l'écologie et à l'occasion d'un déplacement en province, elle a dit « c'est quand même incroyable, il y a des éoliennes dans l'axe des châteaux ». Alors, c'est une phrase intéressante parce que, bon, ça fait 20 ans qu'on le disait. Bon, quelquefois, l'information n'arrive pas jusqu'au sommet de l'État, hein, quand on est des citoyens. Donc, effectivement, c'est une des questions intéressantes. Et je commence par ça parce que, en ce moment, la question du monument et du paysage, elle est soluble dans la grande question de l'éolien. Vous avez vu encore tout récemment plusieurs de vos journaux déployer des couvertures fracassantes sur l'éolienne qui massacre les paysages, qui défigure les paysages. On retrouve des formules qu'on connaît bien, la France défigurée, France ta beauté fout le camp, ça nous ramène dans les années 60, 70 du XXe siècle. Et donc cette affaire de l'éolienne, c'est une chose qui a réinterrogé complètement tout le système du paysage, et ça a fait résonner un certain nombre de points historiques. Alors, je voudrais parler de cette histoire à travers justement l'association que j'évoquais à l'instant. Cette association nationale, c'est la plus ancienne, elle a été créée en 1901, au lendemain du vote de la loi sur les associations, qui est une grande loi démocratique avec une petite ambiguïté, puisque vous le savez, en France, les associations sont à but non lucratif et que la structure même de cette loi fait qu'elles peuvent à la fois se développer et pas tout à fait comme à l'anglo-saxonne, et en général, on est dans des formes très difficiles d'accroche démocratique. Bon, ça, c'est un problème qui nous dépasse tous ici, hein. Et donc, cette association, elle s'appelait à l'origine la Société pour la protection des paysages de France. C'est son nom. Et en 1901, elle est composée par un certain nombre de ce qu'on appellerait aujourd'hui des bourgeois, hein, alors qu'ils soient de gauche ou de droite à l'époque, il y a des radicaux socialistes. Mais l'idée, c'est que ils partagent tous une vision qui est celle que la géographie marxiste a un peu évacuée dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire le paysage, c'est un héritage, c'est une esthétique, c'est une vue, comme disait Brunet, une vue, et cette vue, elle est ancrée dans l'apparition du mot paysage dans la langue européenne, hein, qui est un mot, vous savez, qui n'existe pas aussi clairement dans l'Antiquité, et qui est en fait un mot apparu au XVe siècle, avec l'idée italienne du paysage dans son cadre, avec la perspective, quelque chose de très esthétique, hein. Et d'ailleurs, cette association fusionnera après-guerre avec une association qui s'appelait l'Association pour la défense de l'esthétique de la France, d'où le nom à rallonge, Société pour la protection des paysages et de l'esthétique. Mais je crois que c'est intéressant de se souvenir que le paysage, c'est d'abord l'esthétique, qui vient de l'histoire de la peinture, hein, pittoresque, peindre un paysage dans lequel on se meut, et à chaque fois des vues différentes. Et cette histoire occidentale, elle a abouti donc à ces bourgeois de la fin 19e qui se disent, au fond, ce paysage, il est à la fois une vue, et c'est une chose qu'on ne voit pas, puisqu'on évolue en permanence dedans, il est invisible, parce qu'on n'y prête pas attention. On n'y prête pas attention jusqu'au moment où il est dérangé. Dérangé, alors à l'époque, c'est pas les éoliennes, il est dérangé par les premiers progrès de l'industrie, les premières usines, pas encore les premiers châteaux d'eau, donc les premières cheminées qui fument dans le paysage, les premiers barrages hydroélectriques en béton, qui commencent à défigurer des paysages, qui captent des sources, qui détournent des choses qui étaient là depuis un temps immémoriel.
Dans les souvenirs de Václav Havel, il racontait une chose assez belle. Il dit qu'enfant, il était traumatisé parce qu'en allant à l'école à pied avec son petit cartable sur le dos, il passait à côté d'une usine avec une très grande cheminée et que la fumée de cette cheminée le dérangeait parce qu'elle venait perturber le paysage. Et il trouvait terrible que les hommes salissent le ciel. Ça, c'est sa formule, c'est magnifique. Et donc, il y a de ça dans cette alerte qu'envoient les gens qui fondent cette société en 1901. Le deuxième président de cette société est un personnage intéressant pour nous parce que ce n'est pas du tout, et là vous voyez où je veux en venir avec mes gros sabots, mais on est à des milliers de kilomètres de l'écologie politique d'aujourd'hui. Et comme l'a dit Finkielkraut il n'y a pas très longtemps, le problème de l'écologie politique d'aujourd'hui, c'est qu'elle n'a rien à nous dire sur la beauté du monde et sur la beauté du paysage. Elle ne nous parle que de chiffres, de pollution, de fin du monde, et elle a pris le visage un peu traumatisant d'une petite fille suédoise. Donc ces gens-là, au contraire, ils sont concentrés sur l'idée de beauté, qui est une idée évidemment qui nous réunit tous et en même temps évidemment qui philosophiquement a été tellement assommée qu'on a du mal à l'utiliser sans que tout le monde esquisse un petit sourire. Et donc ce personnage, c'est Charles Bocquier. Alors Charles Bocquier, voilà une figure intéressante. C'est un bon bourgeois, chartiste, mais radical socialiste et franc-maçon, donc il est à la gauche de l'échiquier politique. Et il est issu du Doubs. C'est un député du Doubs. Et à la Chambre, il va porter la première loi de défense des paysages en France, 1906. C'est la loi qui a servi de matrice à la loi de 1930. Alors elle est moins connue évidemment que la loi de 1930, parce que la loi de 1930 c'est notre loi, elle est toujours en place. On a fêté ses 90 ans il y a peu de temps avec le ministère de l'écologie. Et c'est une grande loi, mais elle se fonde en l'améliorant sur la loi de 1906, de même que la loi de 1913 se fonde et améliore la loi de 1887. C'est le même processus. Donc ils ont utilisé ce qu'avaient fait les monuments historiques et toute la progression que les monuments historiques avaient obtenue depuis Louis-Philippe jusqu'à la Troisième République pour caler une loi qui décidait qu'on protégerait non plus des monuments, donc des points uniques, mais des points multiples que sont les paysages que nous pensons naturellement spontanément naturels. Vous pensez paysage, vous pensez la campagne, mais aussi bien sûr dans leur esprit paysage urbain. Et un des premiers sites défendus, c'est la pointe de l'île de la Cité, parce qu'on considère qu'à Paris, c'est une image forte de Paris, avec l'arbre qui, soi-disant, verdit le premier, les pieds dans la Seine, à la pointe du square du Vert-Galant. C'est ce qui vaudra tant de démêlés à Sauvage lorsqu'il va faire la façade de la Samaritaine, parce qu'il est dans le site protégé par la loi de 1906. Et c'est ce qui vaudra à Marrast, Joseph Marrast, peu connu aujourd'hui, de faire les immeubles néo-Louis XIII Art déco qui sont de l'autre côté du Pont-Neuf et qui répondent d'une manière stupéfiante par une écriture régionaliste tardive à la façade démonstrative Art déco de Sauvage de l'autre côté du site. Deux écritures complètement différentes autour d'un site protégé. Et donc, cette loi de 1906, elle est chère à tous les défenseurs du patrimoine et du paysage en France, mais elle est un peu seule pendant longtemps. Et il faut imaginer que la France, c'est un peu comme le vote des femmes. On est après plein d'autres pays. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on croit toujours qu'on est en avance sur tout. Mais ce sont les Américains qui ont protégé les premiers des très grands parcs à la fin du 19e, Theodore Roosevelt. Et c'est vrai qu'en France, les fameux parcs, c'est De Gaulle. Donc c'est les années 60. Les parcs naturels régionaux, c'est les années 60. Le ministère de l'Environnement, on n'en parle même pas, c'est 70. Mais tout ça, ça reste, on va dire... Là, tout récemment, je refaisais une petite collation de toutes ces lois de protection, les zones humides, la loi littorale, etc. C'est toujours, et c'est souvent encore, une perception extraordinairement esthétisante de la défense du paysage, qui est très liée, très articulée à la pratique des monuments historiques. Sauf que, évidemment, le drame français, il est arrivé une séparation administrative très forte entre deux ministères. Et ces deux ministères... qu'on aime tendrement, le ministère de la Culture d'un côté et le ministère de l'Écologie de l'autre, évidemment, ils ont beaucoup de choses à se dire. Il y a un fonctionnaire au milieu des deux, qui est l'ABF, évidemment, qui travaille sous la double casquette, et qui est là pour défendre aussi bien les sites que les 500 mètres, les abords, sans parler des ABF conservateurs de monuments. Et cette séparation, elle a toujours posé problème. Elle n'a pas toujours existé, d'ailleurs, mais elle a fini, dans deux administrations très fortes, par poser des problèmes de culture administrative. L'administration... évidemment à sa propre culture, ses propres logiques. Et tandis que les monuments historiques sont restés fidèles, évidemment, à la mission première qui leur a été confiée au XIXe siècle, la mission de la défense du paysage, elle s'est diluée progressivement dans la question politique de l'écologie qui apparaît dans les années 60,
d'abord de manière assez pittoresque, puis ensuite de manière très forte, très structurée, jusqu'à aboutir à des partis politiques écologiques. Il n'y a pas encore de parti politique patrimonial en France, et je pense que ça ne viendra jamais. On n'est pas assez nombreux, et on voit, ça ne ferait pas recette, non. Et donc, cette séparation administrative et ce découplement fait que, c'est un des points de réflexion, je crois, c'est qu'aujourd'hui, les défenseurs des monuments n'ont pas grand-chose à dire aux défenseurs des paysages sous la forme de la défense écologique. Et je reviens à mon premier point, qui est l'éolien, c'est très intéressant. Quand je suis devenu président de la société en 2011, je connaissais plutôt le versant monument historique. Donc j'étais assez à l'aise pour faire quelques petites critiques acerbes qu'on me reproche souvent sur la restauration ou le traitement des monuments historiques. Mais en réalité, ce qu'il y avait sur mon bureau de président, ce n'était pas tellement des dossiers monuments historiques, c'était vraiment des dossiers paysages, fidèles au fond à la tradition de cette association, dont c'était le premier cœur de métier, comme on dit aujourd'hui. Et dans ces dossiers, il y avait les éoliennes. Et là, les éoliennes, moi, j'y connaissais rien, et j'étais comme peut-être certains d'entre eux. Alors, je me suis fait agresser il y a 2 jours dans une conférence sur Notre-Dame de Paris où je montrais le projet où un architecte a mis à la place de la flèche une éolienne. Alors, je faisais du mauvais esprit. Comme dit Jules Renard, le mauvais esprit, c'est déjà ça. Mais quelqu'un dans la salle s'est levé en disant « C'est scandaleux, les éoliennes, c'est fondamental pour sauver la planète ». Alors, je me suis permis de lui porter la contradiction, mais j'étais comme lui il y a 15 ans. Je pensais que les éoliennes, c'était une affaire sérieuse et que ça servait à quelque chose. Il faut un peu de temps parce qu'il faut se pencher sur des questions techniques pour comprendre que c'est une énorme arnaque industrielle qui fait vivre des lobbies avec l'argent public et qui produit de l'argent mais pas d'électricité. Bon. Alors je ferme cette parenthèse, mais c'est intéressant parce que ça m'amenait à un constat, c'est que les défenseurs du patrimoine et du paysage, s'ils attaquent l'éolienne, ils ne peuvent attaquer officiellement selon leur objet social que sur le point esthétique. L'éolienne défigure la France. Mais vous rencontrez des gens qui vous disent l'éolienne c'est somptueux, le design est magnifique, cette couleur blanche immaculée. Et un de mes grands amis, qui est un sénateur socialiste, qui est président de la commission des finances, que j'aime beaucoup, qui adore le patrimoine, me dit mais tu te trompes, c'est sublime, c'est la tour Eiffel de demain, etc. Bon, c'est vrai, on peut débattre des heures, chacun son point de vue esthétique, donc c'est un peu dangereux. Donc les associations de défense du patrimoine se sont trouvées dans une seringue terrible qui a été d'aller sur le domaine éolienne sur le plan technique pour montrer que c'est une arnaque. Alors c'est vite fait de démontrer l'arnaque de l'éolienne, mais on n'a pas de légitimité à le dire. C'est la légitimité plutôt des industriels, surtout évidemment des ingénieurs qui savent exactement comment on produit de l'énergie, des collègues du CNRS, enfin bon, bref, on était un peu gênés. Et on se trouvait dans cette situation que c'était pourtant ce qui était le plus largement partagé par nos adhérents comme une demande d'aide. Et l'éolienne, vous le savez, elle touche tout le monde. Elle ne touche pas 1 ou 2 paysages. Elle touche la France entière, du nord au sud, de l'est à l'ouest et jusqu'au cœur. Et donc ce dossier de l'éolienne m'a amené à voir qu'au ministère de l'écologie, ils étaient frappés complètement de schizophrénie. Parce que vous avez un bureau des sites qui est chargé de protéger les sites, classés, inscrits. Et puis, à 2 bureaux, il y a le bureau des éoliennes qui en met partout et qui considère que dans la partie, cette fois-ci, écologie politique, c'est ça le totem qui va permettre de faire comprendre aux gens qu'il faut changer nos pratiques et sauver la planète. Et puis, on a vu le moment, évidemment, où on faisait des... Moi, je suis membre de la commission supérieure des sites, j'ai cet honneur, mais ça... donc j'ai appris beaucoup dans cette commission. Et qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu qu'à chaque fois qu'on protégeait un site classé, il y avait toujours quelqu'un qui posait la question, à la fin c'était moi, pas d'éoliennes j'espère. Et le représentant du ministre éclatant de rire, comme une espèce de jeu de rôle assez classique dans les associations et dans les commissions. Donc aujourd'hui, l'éolienne, c'est vraiment la question devant laquelle on se trouve, à mon avis, le plus central. Pourquoi ? Parce que c'est un objet qui a une seule forme, une seule couleur, un seul design, et qui est partout, sur tout le territoire de l'Europe. Donc c'est-à-dire que ça banalise complètement tous les paysages. On peut discuter sur les questions de hauteur, de profondeur, etc. Mais c'est fondamentalement un objet unique, donc, qui banalise. Il n'y a plus de possibilité de diversification possible du paysage, parce que l'éolienne, partout, amène la même image, le même résultat. Et ça, c'est, je crois, une interrogation très forte, parce qu'en moins d'une génération, il y a 8000 éoliennes aujourd'hui, le président de la République a annoncé qu'il en voulait 2 fois plus. Alors là, depuis 1 mois, il a changé d'avis. Alors je pense que c'est lié aux élections municipales, ça passera, mais il a remarqué que beaucoup de gens étaient contre. Ça y est, ça commence à infuser. Mais ça fait 15 ans qu'on répète la même chose.
Et quand les éoliennes ne fonctionneront plus, vous savez, ça fera des champs d'éoliennes rouillés parce qu'on n'a pas prévu financièrement assez d'argent pour les démonter. Donc si vous allez aux États-Unis, vous voyez des champs d'éoliennes rouillés qui pourrissent sur pied. C'est pas très beau objectivement. On ne pourra pas enlever le béton qui est dans la terre. Donc tout ça fait que ça va se retourner contre nous. Donc là, moi, je crois qu'aujourd'hui, on est devant quelque chose de vraiment difficile. Et ça interroge tout le monde, toute la chaîne, parce qu'évidemment les lois de protection ne suffisent plus. Si l'écologie monte par-dessus le droit du patrimoine et des paysages, alors oui, on a des éoliennes dans les parcs naturels, c'est autorisé, dans les sites classés, dans les zones tampons, voire dans les zones protégées par l'UNESCO, évidemment. C'est toute l'affaire de la baie du Mont-Saint-Michel sur laquelle on a turbiné, sans mauvais jeu de mots, pendant des mois et des années pour essayer de protéger la baie du Mont-Saint-Michel de l'éolienne. Et l'urgence écologique qui existe quand même, on ne va pas dire le contraire, évidemment, on a bien l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe sur notre pauvre planète, elle fait que là, les défenseurs du patrimoine n'ont plus grand-chose à dire, sinon que la beauté du monde est en danger et que cette beauté fait aussi partie de notre humanité, qu'on a envie de respirer un air pur, mais on n'a pas envie que la beauté des paysages disparaisse, que cette beauté soit transmise. Justement, Alexandre, on ne va pas faire un débat sur l'éolien. Je pense que ce n'est pas l'objet de notre journée, mais c'était important effectivement de montrer ce caractère prégnant des éoliennes dans le paysage et la place que ça a aujourd'hui dans le débat public. Je voudrais me tourner vers Paul parce qu'un ABF n'est jamais concerné par l'éolien. Il n'y a pas d'avis dans les 500 mètres. Et pourtant, est-ce que tu peux nous expliquer comment dans la place même de la mémoire, la place de l'oubli de la mémoire et de la façon dont les gens se positionnent sur un lieu donné, pour ou contre l'éolien, alors que le sujet n'est pas là, par exemple? C'est un sujet, effectivement, auquel on est confronté. J'ai eu la chance d'être en poste en Eure-et-Loire, donc à Chartres, avec... pardon ? Si, il y a des éoliennes, justement. La Beauce est un formidable terrain de jeu pour les éoliennes. Il n'y a pas d'obstacle, le vent... voilà. Et donc, j'étais au tout début des toutes premières éoliennes qu'on essayait de mettre le plus loin possible en essayant de convaincre le préfet que ce n'était pas une bonne idée de le mettre à tel endroit. Je me souviens d'ailleurs d'avoir fait un petit croquis où je mettais le dessin de l'éolienne et je mettais la façade de la cathédrale. Et il me disait, alors bien évidemment l'éolienne est beaucoup plus haute que la cathédrale de Chartres. Et il me disait, vous êtes trompé, c'est pas possible, etc. Je lui ai dit, écoutez, l'éolienne c'est 135 mètres, la cathédrale de Chartres c'est 115 mètres, donc voilà. Donc on a eu ce... Alors, ce que je voulais dire, ce qui m'avait surpris en arrivant à Chartres, c'est que la cathédrale de Chartres, donc, on a un périmètre de 500 mètres, on a un secteur sauvegardé, mais au-delà, on n'a rien, et on n'a toujours rien. Et donc, on était au tout début... je suis arrivé dans les années 80, Jean-Paul Porchon, dont on va parler probablement sur la baie Mont-Saint-Michel aussi, qui avait travaillé sur la baie Saint-Michel, architecte chartrain, avait fait ses premières études de vue sur la cathédrale. C'était le premier travail d'essayer de voir comment protéger, voilà, il n'existait pas la loi, les dispositions des directives paysagères, etc. Plus tard, parce que je suis revenu à Chartres plus tard, on a encore retravaillé là-dessus avec Jean-Paul Porchon sur une directive paysagère. C'était un gros travail pendant. Il y a une directive paysagère aujourd'hui? Toujours pas, mais je vais y venir. Donc on a travaillé sur ça pendant 5 ans, d'arrache-pied, on essayait d'établir, de voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans une directive paysagère. On essuyait les plâtres, donc on a beaucoup travaillé là-dessus, d'essayer comment dire, de traduire, on va en parler je pense toute la journée, c'est-à-dire ce paysage, qu'est-ce que ça veut dire ce paysage, qu'est-ce que c'est au-delà de simplement des vues, parce que c'est bien les vues, mais il y a tout le reste, et tout le reste fonctionne ensemble, et tout, voilà, il y a ce lien indéfectible entre ce paysage et la cathédrale, je dirais la cathédrale existe parce qu'il y avait ce paysage, parce qu'il y avait ce promontoire, parce que voilà, la topographie était faite comme ça. Et je dirais le paysage ne serait pas tout à fait le même s'il n'y avait pas la cathédrale. C'est ce lien toujours, je pense que ça va être un des sujets de la journée, du lien. La ville de Chartres n'existerait pas s'il n'y avait pas la cathédrale n'existerait pas s'il n'y avait pas la ville de Chartres. Voilà. Donc c'est un des sujets de fond qui me personnellement me passionne, d'essayer de voir. Donc on a essayé de faire plus que les vues.
vue. On s'est heurté, bien évidemment, très rapidement aux politiques, qui nous a dit mêlez-vous des vues et pas d'autre chose. J'ai des terrains que je veux urbaniser. Vos vues, c'est très bien. S'il y a une vue qui fait 10 mètres de large, vous gardez 10 mètres de large, mais après, moi, je m'occupe du reste de part et d'autre, ce qui, effectivement, n'a pas beaucoup de sens, puisque si on met une horreur d'un côté et l'autre de la vue, bien évidemment, la vue est polluée par ce qui se passe à droite et à gauche. Donc, il y a eu tout ce travail. Ça s'est effectivement fracassé à quelques impératifs politiques, notamment à Chartres, sur l'ancienne base aérienne. Qui est un espace formidable en surplomb sur la cathédrale et qui aurait mérité, enfin, c'est toujours pas, je dirais, occupé, mais bon, voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. En tout cas, on y revient, et là, curieusement, ou logiquement, par l'UNESCO, qui demande donc un plan de gestion. Et donc ce levier permet de remettre sur le métier, effectivement, le sujet des vues, qui, alors ce sera déjà un progrès, sera probablement, effectivement, le seul sujet, la vue, on va protéger. Bon. Mais quid du reste, qui me semble essentiel, l'esprit du lieu, effectivement, n'est toujours pas abordé. Alors justement, moi ça m'interpelle un petit peu, et je m'adresse aussi à Alexandre, c'est que au-delà de l'aspect protection, défense des uns contre les autres, etc., est-ce qu'on peut construire une vision collective sur le paysage et sur la protection de ces ensembles, la protection et la mise en valeur, puisqu'il ne s'agit pas de mettre sous couvercle, bien entendu, on en est tous convaincus, mais de travailler avec et d'identifier ce qui est essentiel, de façon à ce qu'on sache le conserver avec sa signification, et en même temps agir avec ce qu'il faut pour aujourd'hui. Je ne parle pas d'éolien, parce que là on est dans une autre dimension et on est en rivalité, comme tu le disais, avec la cathédrale, et là ça pose d'autres sujets. Mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui, dans la société actuelle, de construire une vision collective sur un sujet comme le paysage ? Ça, je crois que c'est la question fondamentale, c'est une question nucléaire là, que tu poses, parce que ça nous amène vraiment au cœur du sujet. Je crois que la cathédrale de Chartres, c'est un exemple magnifique, parce que ça revient, je parlais tout à l'heure de ces bourgeois de la fin du 19e, il faut relire les pages sublimes de Péguy sur le poème à Notre-Dame de Chartres, voici la lourde nappe, etc. C'est tellement beau, et ça nous paraît complètement décalé, parce qu'on se dit, mais de quoi parle-t-il ? Il parle d'un ciel habité, de pèlerins, de pierres, d'un mouvement, et cette très très grande échelle du paysage spirituel, là, elle est sortie complètement de notre perception. Donc, si on enlève cette dimension spirituelle telle que Péguy l'a chantée pour le paysage de Chartres, qu'est-ce qui reste ? La sensibilité d'un certain nombre d'acteurs, plutôt, on va dire, minoritaires. Il y a ceux qui ne voient rien du tout. Bon, ben ça, malheureusement, on peut pas. Voilà, on travaille à l'école et à l'université pour leur ouvrir les yeux, mais il y a des gens qui ne voient rien. Et puis, il y a la somme des intérêts particuliers dont Paul vient de parler, couvert en partie par le politique quand il n'est pas très éclairé. Il y a des politiques très éclairés, heureusement. Il y en a d'autres qui le sont un peu moins, qui sont trop proches des intérêts privés qu'ils ont à gérer. Et ça veut dire que construire un discours collectif, ça veut dire, en partie, on retombe sur un point qui est celui des monuments historiques, la contrainte. La contrainte, dans une société qui déteste la contrainte, ça c'est vraiment notre enjeu. En même temps, à Notre-Dame de Paris, il y a un engouement, et les défenseurs de la silhouette que l'on doit retrouver s'appuient là-dessus pour montrer qu'il y a un intérêt collectif et une vision collective qui est partagée. Oui, alors partagée. Oui, c'est pour ça que c'est aussi difficile ta question, parce que c'est un problème démocratique. Et ça, c'est une chose que, évidemment, quand on est entre experts, on essaye de tenir plus ou moins à distance. On est tous des citoyens d'une démocratie. Puis quand on est sur une affaire précise comme ce qui est notre cœur de métier, alors là, on a évidemment l'impression, légitime ou pas, qu'on est très au-dessus du public et que peut-être il faut éclairer le public. Ça, c'est l'éternel problème. Et moi, je l'ai vécu des deux côtés de la barrière, à la fois comme universitaire, évidemment, qui délivre un savoir qui est censé être un peu supérieur à la moyenne. Peut-être que c'est pas vrai. Et puis en même temps comme citoyen de base qui voit qu'il n'est pas du tout écouté et qui même en association démocratique, qui est une forme de la citoyenneté, je pense, légitime, voit bien qu'il ne peut pas faire passer de message parce qu'il y a une déconnexion avec les élites. Donc qu'est-ce que c'est que démocratiquement construire ce consensus si ce n'est pas les esthètes et si ce n'est pas une sorte de mouvement ? Parce que tu dis Notre-Dame de Paris, c'est vrai, on peut faire la tournée des popotes, a priori tout le monde est pour la flèche de Viollet-le-Duc,
Viollet-le-Duc et retrouver cette silhouette que Viollet-le-Duc a complètement manipulée, on le sait bien, mais qu'il a mise à l'échelle de la ville haussmannienne, avec cette grande flèche qui est beaucoup plus lourde et qui a posé des problèmes techniques que la flèche d'origine qu'il aurait dû, selon le concours de 43, reconstruire. Bon, mais on est tous à peu près d'accord, sauf une personne, le président de la République. Et c'est un problème passionnant. Alors c'est vrai que nous sommes dans une monarchie présidentielle, donc là c'est un régime un peu particulier par rapport à la démocratie normale. Donc c'est vrai que même si tout le monde veut, c'est-à-dire l'architecte en chef qui n'a pas assez fermé sa gueule, je cite le général Georgelin, le général Georgelin lui-même, pourquoi il a dit qu'il devait fermer sa gueule? Parce qu'en réalité la stratégie du général Georgelin, c'est de dire tout le monde veut la même chose, sauf une personne. Si vous rappelez en permanence à cette personne que tout le monde veut la même chose, il voudra exactement le contraire. Ça, c'est la pensée, évidemment, d'un grand stratège 5 étoiles. Parce que le président de la République est très intelligent et très immature. Donc, comme il est sûr d'avoir toujours raison, et la flèche, elle sera moderne s'il le décide à la fin. Donc, il ne faut jamais en parler. Donc, cette question démocratique, elle est... Alors là, c'est un problème franco-français, évidemment. C'est le régime français de la Ve République. Tant qu'on ne sera pas sorti de ça, on n'y arrivera pas. Mais... Donc, la liberté de parole d'Alexandre. Et c'est comme fonctionnaire universitaire, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais ça, c'est protégé par la Constitution. Mais non, je reviens à ta question. C'est ce consensus démocratique, jusqu'où on peut le faire aller sans être guidé par la loi. 500 mètres, ça a été, on le sait, une avancée énorme, quoique assez paradoxale, une avancée que les monuments historiques ont portée, c'est-à-dire l'idée que le monument tout seul ne peut pas être entendu comme tel, c'est la phrase de Malraux à la Chambre, un chef-d'œuvre isolé risque d'être un chef-d'œuvre mort. Ça veut dire qu'à la différence de la protection monument historique, l'unicité du monument, ça entraîne une vision globale, ça entraîne une vision collective. C'est fantastique parce qu'on était arrivé à l'idée qu'au lieu de défendre, ce qui était déjà très difficile, des monuments, quand c'était des particuliers, l'État s'est beaucoup battu. La loi de 13 porte un coup de canif très violent à l'impérium du droit de propriété du Code civil. On peut prendre un monument qui n'est plus seulement le monument du propriétaire, mais on lui donne une échelle nationale. Ça a été très difficile pour beaucoup de propriétaires. Maintenant, c'est très partagé, mais ça a été très difficile et c'était une loi assez courageuse de ce point de vue-là. 31 décembre 1913, combien y avait-il de députés à la Chambre le 31 décembre 1913 avant d'aller réveillonner? Donc, bon, elle est passée et je ne sais pas si on l'aurait encore aujourd'hui. Donc, cette idée de passer de l'objet à l'ensemble, ça porte une vision de la société qui veut dire qu'on a un accord social qui fait qu'on peut décider de dévitaliser, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, la loi dévitalise quand même, on dit toujours, et tu as pris cette précaution, on ne veut pas tout garder, on ne met pas tout sous cloche, ok, mais à la fin, c'est quand même en partie ce qu'on fait, il faut s'en défendre intellectuellement, il faut l'assumer, parce que c'est vrai que si on ne fait pas attention, on met 50 éoliennes devant la cathédrale de Chartres, et puis rouler jeunesse. De toute façon, l'éolienne, elle n'a rien à faire des vues que les uns ou les autres on pourrait avoir dans la défense du paysage, puisque s'il y avait du vent dans les Galeries des Glaces, ils en mettraient dans la Galerie des Glaces. Donc c'est une affaire qui est entendue. Moi j'ai vu combien de fois des discussions sans fin pour pousser l'éolienne de 50 mètres, parce qu'elle était dans l'axe de la grande allée du château qui avait traversé l'histoire, qui avait été tracée par le nôtre. Et à la fin, le promoteur, grâce à toutes sortes de manipulations que l'État a produites dans la chaîne d'autorisation, il mettait son éolienne en face et fin de l'histoire, sauf que c'est ce que Madame Borne vient de découvrir. Donc voilà. Donc jusqu'où on peut aller dans ce consensus et comment ce consensus peut-il être conservé? Parce que on le sait, l'architecte des bâtiments de France, à partir du moment où il défend une position très forte, il met en péril sa propre carrière. Et éventuellement, il peut mettre en péril sa corporation, puisque le corps des ABF a été un des punching balls préférés des élus, que ce soit au Sénat, avant que le Sénat devienne le dernier rempart de la démocratie depuis 2 ans, et à la Chambre. Et on a vu énormément de parlementaires, aussi bien de droite que de gauche que du centre, dire au fond les ABF c'est fini, la vie conforme c'est fini, on va pouvoir, embrassons-nous Folleville, faire exactement ce qu'on veut. Voilà. Et c'est aussi embarrassant parce que c'est une autre vision démocratique. Si Madame Michu veut son pavillon à 3 étages devant le bâtiment classé, jusqu'à quel point on tient cette position? Moi, j'ai pas la réponse objectivement, mais c'est, je crois, la question autour de laquelle on tourne tous. Et ce qui était peut-être un peu partagé encore il y a une génération ou deux, l'est beaucoup moins à mon avis maintenant. D'abord parce que la société est fractionnée, il y a beaucoup de groupes qui interagissent plus ou moins les uns contre les autres. L'effondrement de la culture, les positions peuvent être éventuellement moins franches. Il y a l'effondrement de la culture générale partagée. Cette très belle image là, ça nous touche. Enfin, j'imagine qu'on est tous touchés par ça.
c'est peut-être moins sûr que le pourcentage de gens qui sont touchés par cette image n'a pas baissé par rapport à ce qui pouvait être il y a 50 ans ou 100 ans, l'évidence de Fontevraud dans son paysage. Ça, c'est des questions, à mon avis, compliquées. Dans le succès des émissions de Stéphane Bern et les Racines et des ailes, enfin bon, espérons que, effectivement... oui, c'est... En même temps, il y a un sujet qui est intéressant quand on parle de paysage et que tu viens d'aborder, Alexandre, c'est la notion de mémoire, à la fois quand on parle de monuments et quand on parle de paysage. Il y a une mémoire collective, il y a une mémoire qui oublie aussi, il y a la part de l'oubli dans la mémoire qui est très forte, en particulier quand on commence à discuter sur les sujets avec les défenseurs de l'éolien, oui, par exemple, pour prendre cet exemple. Mais il y a un véritable travail qui s'effectue sur la mémoire. Est-ce que tu peux, Paul, nous parler de ça dans ton travail d'ABF et de la façon dont ça a été pris en compte ou pas dans les approches paysagères sur la cathédrale de Chartres et dans la directive paysagère qui finalement aboutit quand même à quelque chose, je l'espère. Alors sur le territoire autour de la cathédrale, qui est un territoire gigantesque, hein, puisque la cathédrale se voit à près de 30 km, je crois qu'à Chartres, on s'est surtout focalisé sur l'approche, en fait, hein, sur cette vision du paysage vers le monument, cette progression, pèlerinage, apport chemin des Carriers, apport des pierres jusqu'à la cathédrale. Mais qui puise ses racines quand même sur une mémoire. Pèlerinage, il y a une mémoire du pèlerinage bien sûr, qui s'établit et qui fait qu'on ne peut pas toucher à certaines choses parce qu'il y a cette mémoire. C'est pas si évident. Oui, c'est pas si évident. C'est pas si évident. Je pense que le pèlerinage de la Pentecôte est quelque chose de très fort localement, mais pour les restes, pour les 364 autres jours, je pense qu'elle disparaît. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans une tradition locale, mais pas forcément dans une quotidienneté. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de... certes, dans le chemin des Carriers, on a des sortes de reposoirs qui ponctuent un peu le paysage, mais c'est extrêmement ténu. Je pense que la présence de la mémoire est plus... alors je prendrai une autre échelle, parce que je pense que l'échelle du paysage, Chartres est tellement particulier avec ce caractère radiocentrique et cet effet centripète, en fait, de focalisation sur le monument, et qui est très peu dans l'autre sens d'ailleurs. Hein. Cathédrale, depuis la cathédrale, et ça a été les arguments d'ailleurs pour les éoliennes, disant regardez, vous mettez à la cathédrale, vous voyez rien. Alors on a beau dire si on monte sur les tours, on commence à voir, et puis au loin, on va les voir. Il y a l'effet un peu, ce que j'appelle l'effet un peu magicien, c'est-à-dire dès que ça bouge, on regarde ce qui bouge, hein, et on ne regarde pas le magicien qui sort de sa poche la carte, etc. Donc quelque chose qui bouge dans le paysage, effectivement, est très, très présent. Mais la dimension du paysage urbain, et ça je dirais la deuxième actualité de Chartres en ce moment, c'est la question du parvis de la cathédrale, qui est Et là, je reviens à ta question sur la mémoire. La connaissance des lieux est complètement évacuée. Les projets qui sont proposés ne font l'impasse complètement de cette histoire, de cette démolition, puisque Chartres, c'est un massacre des abords à partir de 1865, je crois, jusqu'en 1910. On démolit pour dégager. Et puis ça s'arrête puisqu'on découvre effectivement sur une façade d'une maison canoniale, on découvre effectivement des tympans de baies avec des personnages et qu'on retrouve dans le carnet de Villard de Honnecourt, etc. Et tout s'arrête.
Et on classe 2 maisons, effectivement, juste devant la cathédrale. Et du coup, tout le projet, finalement, tout le projet capote. Et donc, pour rejoindre ta question, effectivement, cette histoire du lieu qu'on appréhende, il y a un très beau document à Chartres qui se constitue, un puzzle qui se fait, qui, dans d'autres villes, c'est les cartes archéologiques. C'est-à-dire, de petit à petit, à chaque fois qu'on fait une fouille, on trouve un mur, on dessine le mur sur la carte, etc. Et petit à petit, ce puzzle se constitue. Ce que je veux dire, c'est cette histoire locale, effectivement, il faut à chaque fois partir de là et à chaque fois essayer en tout cas dans le travail que j'ai pu faire à Chartres, c'est vrai que toujours se poser la question de savoir ce qui est sous-jacent, ce qui n'est pas forcément visible et ce qui va être un guide, qui transpire toujours, effectivement, dans la perception du lieu, cet aspect historique, culturel. Et c'est ce qui est le plus difficile à saisir, finalement. On parle... je pense que quand on parle toute cette couche, on parle du patrimoine immatériel, bien évidemment, ça nous ramène à ça. Et tout ça, on a du mal à le saisir. Ça va être aussi le sujet de la journée, j'imagine. C'est-à-dire comment on inscrit ça, comment on fait consensus là-dessus, comment on décide finalement que cet aspect-là, cette couche-là ou cette sédimentation-là, elle fait sens aujourd'hui encore. Et on a besoin de trouver des moyens, comment, de le protéger, de le mettre en valeur, ou au contraire, peut-être ce droit à l'oubli, de dire, ça, effectivement, aujourd'hui, ça ne fait plus sens, etc. Finalement, on revient toujours à cette question-là, au bout du bout du bout. Oui, et pour l'historien d'art que tu es, Alexandre, la place de l'héritage dans l'étude du paysage est particulièrement importante. Parce que, certes, le paysage, c'est quelque chose qui est en éternel renouvellement. L'agriculture s'adapte, les champs sont de plus en plus grands, etc. Et pourtant, dans nos paysages, et dans nos paysages urbains, la trace de l'héritage est forte. Oui, c'est même la définition du paysage du Conseil de l'Europe. Hein. C'est un territoire sur lequel il y a l'interaction entre l'action humaine et la nature et le milieu. Je voudrais juste revenir sur un point qu'a soulevé Paul Trouillot, qui est le succès des émissions patrimoniales, pour cette question démocratique, parce que c'est passionnant. On a tous regardé ces émissions qui sont pleines de très belles images. Hein. Alors des images par drone, des images et un commentaire en général plus ou moins intéressant. Moi, ce qui m'a frappé, parce que j'ai beaucoup sévi il y a quelques années dans ces émissions, parce qu'ils cherchent toujours des experts. On vous fait déranger une journée entière, puis à la fin vous dites 2 phrases. Bonjour, regardez la façade. Voilà. C'est un peu gênant, mais enfin c'est comme ça. Mais enfin on a tous fait cet exercice. On a tous connu ça. Oui. Dans une émission, je me souviens au Conseil d'État, à la fin, je n'ouvrais que les portes. J'étais devenu portier du Conseil d'État. On voyait ma main, c'était pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant plutôt, c'est ce succès et la manière dont ces émissions parlent du patrimoine. Moi, ça m'a toujours frappé parce que, naturellement, avec ma casquette de défenseur, je leur disais toujours à la fin, on faisait un petit pot à la fin de l'émission, et je leur disais, mais pourquoi vous faites que des émissions où tout est bien ? Vous pourriez peut-être de temps à autre dire, là, il y a une menace, là, ça, c'est pas tout à fait bien fini. Et il y avait ce côté, Madame la Duchesse nous reçoit au château et on prend un thé. Alors évidemment, là, dans ce cas-là, les 500 mètres, les ABF, les éoliennes, tout avait disparu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Stéphane Bern, qui donnait beaucoup dans ce côté « tout va très bien, Madame la Marquise », il a complètement changé. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ah oui, oui. Alors Stéphane, on le connaît bien et on l'aime beaucoup. Il fait un travail formidable, bénévole pour l'État. Et il s'est pris de passion pour le patrimoine, d'abord comme acteur, avec sa restauration de son monument, ensuite comme animateur de télé, et maintenant comme défenseur du patrimoine, parce qu'il a compris, en fait, que c'était un peu plus compliqué que ça, Madame la Marquise. Et donc, maintenant, il commence à faire des émissions coup de gueule. C'est très modeste, mais par exemple, des Racines et des ailes, j'ai jamais réussi. Hein. Quand c'était Carolis, j'ai jamais réussi à leur proposer un sujet un tout petit peu plus problématisé que oh là là, regardez, on survole Chambord, ah, c'est merveilleux, etc. Bon. Donc alors, et puis après, il y a le succès de ces émissions, qui est un peu le même succès que les Journées du patrimoine. C'est un côté un peu euphorisant. Alors, on court d'un monument à l'autre, tous les soirs, on compte tous les gens qui sont rentrés partout, donc 12 millions de visiteurs, non, 12 millions d'entrées. Vous voyez, les chiffres sont manipulés. Et donc ça, c'est une vraie question. Et on n'arrive pas très bien à savoir s'il y a bien cet accord. Et puis, la dernière chose, on l'a tous vécu, c'est que vous rencontrez que des gens qui aiment le patrimoine.
Mais quand il s'agit de démolir sa maison, alors là, il voudrait quand même qu'on les laisse tranquilles. Et les élus sont pareils. Donc ça c'est à la fois une question juste. Hein. Il y a quand même une très forte appétence des Français pour leur patrimoine. Je crois que ça, c'est vrai. Mais il faut voir un peu ce qu'on fait de cette chose. Alors pour revenir à ta question, oui, le paysage héritage, avec toutes les strates successives, ça me paraît vraiment une évidence. Et peut-être pour rester dans l'exemple urbain que vous aviez pris à l'instant, avec les parvis, alors le parvis de Chartres, c'est un dossier qu'on suit depuis pas mal d'années. Alors il y a des rebondissements pour faire allusion à la forme proposée de la piste générale de skateboard. Alors à Chartres, il y a un cas particulier, hein, c'est un maire qui est complètement atteint de folie, folie bâtisseuse, je veux dire. Hein, c'est-à-dire, il s'était présenté à la présidentielle, c'est pour vous dire le niveau d'ambition. Et donc, c'est quelqu'un qui a une déconnexion vis-à-vis de la réalité. Alors, l'archéologie, l'architecture, c'est quand même des sujets difficiles. Bon. Mais si on revient à la question plus généralement de l'urbain, le paysage urbain, c'est la chose la plus traumatisante pour réfléchir sur ces questionnements, parce que la ville ne peut pas être pensée autrement, à part les villes neuves dessinées par un seul architecte, et en général ça donne des endroits assez fascinants et un tout petit peu angoissants, que ce soit la ville de Richelieu, de mon cher Le Mercier, où on est un peu prisonnier de cette espèce de cartésianisme du XVIIe siècle, ou des choses plus angoissantes du XXe, et là on n'est jamais très loin du totalitarisme. Mais ce qui est intéressant dans la ville, c'est justement qu'a priori, là c'est très difficile de défendre une idée que l'accumulation du hasard a produit un paysage et qu'il n'y a aucune raison de le modifier. C'est impossible en réalité. Ça a été le problème des tours. Tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur les tours, on l'a déjà dit 50 fois depuis que les tours existent, ça va faire 100 ans maintenant. Je dis ça parce que les gens croient que la tour c'est la modernité. C'est pas du tout la modernité, c'est un truc il y a 100 ans. Je dis ça aussi pour la maire de Paris qui adore les tours. À mon avis, fait une petite erreur de perspective sur la ville de Paris, qui est une ville horizontale, comme Rome, et qui en a plus beaucoup des villes horizontales. Hein. Donc c'est aussi un paysage qui, par accident, est devenu intéressant, parce que c'est des villes qui ne sont pas des villes verticales. Et donc la tour, on impose une tour, et toute la ville est changée par un seul objet architectural. Hein. C'est ce que Giscard d'Estaing dit quand il dit « j'arrête les tours à Paris », parce qu'il dit « une tour ne peut pas égoïstement transformer une ville d'un coup d'un seul ». Ce que disait Churchill, il faut une vie pour construire quelque chose et 5 minutes pour le détruire. Donc, enfin, il le disait mieux que ça, évidemment. Donc, la question de l'ensemble urbain, ça a été aussi une histoire passionnante parce que dans la défense du patrimoine, les monuments protégés par la loi française étant des unités, quand il a fallu passer aux multiples, on n'a pas su comment faire. Donc, la première réforme, ça a été l'idée de défendre, au début du XXe siècle, les grands ensembles monumentaux. Donc on a fait passer une loi, je crois, parlant de la protection des ensembles type, par exemple, rue de Rivoli à Paris. Alors c'est venu du fait que, vous connaissez tous... La loi de 62 est basée sur l'ensemble. Oui, d'un absolument, ensemble urbain. absolument. Alors cette loi, je crois que c'est 1910, je ne suis plus tout à fait sûr de moi, elle vient du fait que lorsqu'on a changé le gabarit à Paris, le gabarit Bonnier, en 1902, certains propriétaires de la rue de Rivoli se sont mis à surélever leur maison en application du nouveau gabarit. Et vous connaissez tous la rue de Rivoli qui a des toitures, une skyline en dents de scie. Donc le gouvernement a réagi à ce moment-là et donc on a mis en place cette idée des fuseaux monumentaux, des grandes percées pour les protéger. Ensuite, on a eu la loi des 500 mètres, qui est une loi de Vichy, mais préparée par les services depuis très longtemps et validée à la Libération. Donc tout le monde est au carré avec ça. C'est pas une loi de Vichy, c'est une loi du service des monuments historiques qui a traversé le XXe siècle. Et puis il y a la loi de 62 qui est là définitivement, malgré tout ce qu'on en a dit, mais quand même, non pas totalement sous cloche, mais décide que là, une fois de plus, la main invisible doit recevoir une petite tape et s'organiser un peu mieux. C'est ça, fondamentalement. Alors, cette question des ensembles... Et là, on a une nouvelle approche de ce qu'on appelait tout à l'heure le pittoresque. C'est-à-dire, dans l'ensemble urbain, il y a une dominante qui doit transparaître et qui fait que l'ABF peut émettre un avis par rapport à cette dominante. Sinon, on ne sait pas trop de quoi on parle. Absolument. Et on a eu, nous, association de défense, je reprends un exemple très concret parce que c'est resté un peu une blessure terrible, on a eu ce débat et qui est monté jusqu'au Conseil d'État. Donc c'est intéressant parce qu'on oublie aussi trop souvent que nos débats d'experts, nos débats d'amoureux de l'architecture, d'archéologues, quelquefois, ils sont tranchés par le juge administratif, quelquefois, ils sont tranchés très haut dans l'appareil de l'État. C'est l'affaire de la Samaritaine sur la rue de Rivoli. C'était très intéressant parce que
Donc le projet de Bernard Arnault était, quand il a racheté la Samaritaine à travers tout un système que je n'ai pas à décrire ici, c'était de transformer le grand magasin qui vient d'être restauré et qui est un bâtiment protégé au titre des monuments historiques, et de détruire tout l'alignement en crevant l'alignement de la rue de Rivoli sur 100 mètres à l'arrière pour faire un immeuble de bureaux blancs dont on nous avait annoncé un immense chef-d'œuvre. C'est simplement une façade de verre de plus, sans aucun intérêt, sinon que le verre fait un mouvement ondulatoire au lieu d'être un mouvement droit. Je ne suis pas sûr qu'on a totalement une révolution de l'intelligence architecturale française ou humaine. Enfin bon, c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'était que l'argument était de dire on apporte un nouvel élément dans un paysage qui est pas totalement figé et on va améliorer ce paysage. Et donc la réponse des défenseurs, c'était de dire ben non, c'est un paysage constitué par le percement pré-haussmannien en réalité. Hein, c'est la liaison entre la rue de Rivoli de Napoléon et la rue du faubourg Saint-Antoine, ça se passe avant Haussmann. Hein, et on fait un tracé avec ces fameux immeubles parisiens où se met en place la grammaire de la façade sur socle, rez-de-chaussée entre sol, balcon du premier étage, 3 étages, balcon du dernier étage, toiture avec petite lucarne peu saillante, qu'on appelle par raccourci l'immeuble haussmannien, mais qui est bien sûr une chose qui s'est maturée avant lui. Et donc, cette homogénéité des façades, même si elles avaient été vidées par l'intérieur, puisque c'était devenu des magasins sur magasins sur magasins, donc il restait la peau de ces façades, en pierre, sculptées, tout à fait traditionnelles, nous paraissait constituer vraiment, avec la rue de Rivoli, un ensemble. Donc là, il y avait deux visions, et on était dans le site inscrit. Plus personne ne s'est souvenu qu'il y avait un site inscrit à Paris. C'était intéressant, hein, parce que c'était pas un argument. On disait c'est un site inscrit, les gens disaient ah bon, qu'est-ce que c'est qu'un site inscrit? Ben oui, la loi des sites de 1930 protège aussi des cœurs de ville. Et donc il y avait les monuments historiques à 500 mètres. L'ABF en avait oublié un dans sa liste, ça a été un des arguments pour déférer à la censure du tribunal administratif. C'est un argument qui marche plus du tout. Ça marchait très bien il y a 20 ans, maintenant ça marche plus. Il avait oublié le Palais du Louvre. Ouais, pas très loin, on avait un peu sauté dessus, mais ça n'a rien fait. Le juge administratif n'a pas été très impressionné par l'oubli de ça. On n'a jamais su, d'ailleurs, c'est très intéressant, on n'a pas à peine le droit d'en parler, si l'ABF n'avait pas fait exprès en espérant parce que l'ABF, il avait reçu l'ordre de signer le permis, parce que vous imaginez bien qu'un permis Bernard Arnault, Ville de Paris, il n'y a pas beaucoup de possibilités de se défendre. Et je charge personne, là, parce que c'est le système dans lequel on vit, il ne faut pas non plus être complètement naïf. Et donc c'est monté au juge administratif. Naturellement, nous avons fait annuler le permis de construire sans difficulté parce que, moins d'ailleurs sur les bases de ce que je viens de dire, que sur les bases du PLU que la ville de Paris elle-même avait fabriqué et qui n'était plus du tout sur les ensembles, mais sur l'idée quand même d'un paysage commun. Et on reconnaissait là la rédaction de l'article du PLU par les Verts, qui était de dire pas de pastiche dans Paris, ça c'est la vieille position qu'avait prise Jacques Chirac quand il devient maire de Paris, donc guerre contre le pastiche, mais à la différence de ce qui s'était pratiqué, l'article du PLU indiquait, en 2005, pas de provocation non plus, donc une espèce d'équilibre qui était alors on voyait que l'article avait demandé sans doute beaucoup d'heures de négociation et d'énervement, mais l'idée c'était que il n'y avait pas Rem Koolhaas et il n'y avait pas Christian Langlois, si je peux citer un nom qui a peut-être un peu disparu des mémoires. Bon, on vient de ravaler son immeuble de la rue de Vaugirard. Ça atteint maintenant, on regarde ça avec des yeux peut-être plus de chimène qu'avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un article d'équilibre qui satisfaisait en réalité pas grand monde. Hein. Et donc cet article, je pense, c'est pour ça qu'ils sont allés jusqu'au Conseil d'État, parce que ça a permis de le casser et de le lire différemment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur ce type de parcelle, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et là, la ville de Paris nous a enfermés dans un piège très brillamment jusqu'à ce que le Conseil d'État fasse son travail, c'est-à-dire la défense des puissants. Et ce qui s'est passé, donc, c'est qu'on a crevé la rue de Rivoli et on a construit donc cette nouvelle façade en considérant qu'elle venait enrichir le paysage. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'étais à l'audience, évidemment, le cœur battant dans ces grands salons feutrés du Palais Royal, avec la presse qui se régalait de l'échec des associations de défense du patrimoine. Là, c'est la seule fois de ma carrière où la totalité de la presse, y compris le Canard enchaîné, nous a vraiment assommés. Et le rapporteur a passé une demi-heure à démolir le principe même de l'existence d'un site et d'un paysage urbain rue de Rivoli. Et pour ce faire, il a pris chaque exemple d'immeuble qui avait été, à un moment X de l'histoire, surélevé, mal ravalé, avec une boutique dont le coffrage était très vulgaire, etc. Il a additionné les photographies et il a dit « la rue de Rivoli n'existe pas, c'est rien, donc une façade moderne
va changer positivement l'histoire du site et du paysage de Paris. Ça, je dois dire que ça a été une leçon assez douloureuse. Mais je vous la livre parce que c'est... Attention, danger. Attention, danger. Oui, oui, oui. Et alors, le rapporteur était, on est toujours trahi par les siens, un jeune normalien historien de l'art. Je propose de passer la parole à Béatrice, qui va vous présenter l'intervention suivante, puisque je pense que maintenant, il faudrait qu'on rentre un peu plus dans le sujet, et peut-être que nous cédions la parole à Rodolphe Péchard, de façon à ce qu'il puisse nous présenter sa vision à partir de... nous parler du paysage remarquable, et comment celui-ci a la liberté de concevoir des transformations. On est en plein dans le sujet.